Mars 1945, Allemagne de l'Ouest. Le maréchal, Bernard Law Montgomery, préparait l'opération Plunder depuis des mois. Elle devait être la plus grande opération de franchissement de fleuve depuis le débarquement, un assaut massif et minutieusement orchestré à travers le Rhin, destiné à démontrer l'excellence militaire britannique et à effacer le souvenir de l'échec de l'opération Market Garden 6 mois plus tôt. L'ampleur de l'opération Plunder était stupéfiante. Plus de 80 000 soldats britanniques et canadiens devaient y participer. 5 000 pièces d'artillerie avaient été positionnées le long de la rive occidentale du Rhin, prêtes à déclencher un bombardement préparatoire écrasant. Des ponts flottants avaient été préfabriqués et mis en attente pour un déploiement rapide. Des troupes aéroportées devaient être larguées derrière les lignes allemandes afin de sécuriser des positions clés et d'empêcher les renforts d'atteindre les zones de franchissement. Montgomery avait calculé chaque détail. Des dépôts logistiques avaient été établis avec des inventaires précis de munitions, de carburant, de vivres et de fournitures médicales. Les ingénieurs avaient cartographié le fond du fleuve à plusieurs points de passage, déterminant les emplacements optimaux pour la construction des ponts. Les officiers du renseignement avaient analysé les positions défensives allemandes et élaboré des cartes détaillées indiquant les nids de mitrailleuses, les batteries d'artillerie et les concentrations de troupes. Le calendrier de l'opération était fixé avec la précision d'une montre suisse. Le bombardement d'artillerie devait commencer exactement à 21 heures le 23 mars. Les barges d'assaut de l'infanterie seraient mises à l'eau à 21h30. La première vague devait établir des têtes de pont sur la rive orientale. Les ingénieurs commenceraient la construction des ponts à 22h. À l'aube du 24 mars, les blindés traverseraient pour pénétrer en Allemagne. C'était la planification militaire dans ce qu'elle avait de meilleur. Une approche méthodique et exhaustive, celle que Montgomery estimait, représentait le véritable professionnalisme militaire. C'est ainsi, selon lui, que les guerres devaient être menées, avec une préparation minutieuse, une force écrasante et un risque minimal. Montgomery avait même invité le Premier ministre Winston Churchill à assister à l'opération. Churchill avait accepté avec enthousiasme. Montgomery lui avait promis que cette opération serait le moment culminant de la guerre, le coup décisif qui briserait les défenses allemandes et ouvrirait la route de Berlin. Pour Montgomery, l'opération Plunder était plus qu'un simple franchissement de fleuve. C'était une réhabilitation. Après l'échec de l'opération Market Garden en septembre 1944, lorsque son plan ambitieux visant à s'emparer des ponts sur le Rhin s'était soldé par un désastre à Arnhem-Montgomery, avait besoin d'un succès clair et sans ambiguïté. L'opération Plunder devait lui apporter ce succès. Elle démontrerait que les forces britanniques, correctement commandées et correctement approvisionnées, étaient l'égale de n'importe quelle armée au monde. La confiance de Montgomery était absolue. Il avait les hommes, il avait le matériel, il avait le plan. Rien ne pouvait mal tourner car il avait éliminé toutes les variables possibles par une préparation méticuleuse. Mais à environ 200 kilomètres au sud, un autre général observait le même fleuve avec des idées très différentes. Le lieutenant-général George S. Patton, Jr., commandant la 3e armée américaine, avait reçu des ordres du général Omar Bradley concernant le franchissement du Rhin. La 3e armée devait avancer vers la région de Mayence à environ 160 kilomètres au sud du point de franchissement prévu par Montgomery. Lorsque Patton atteindrait le Rhin à Metz, il était autorisé à le traverser si l'occasion se présentait. Les ordres étaient clairs, mais sans caractère d'urgence. La stratégie globale d'Eisenhower donnait la priorité au franchissement nord de Montgomery. Les ressources, le carburant, les munitions
et le matériel de pontage était concentré pour soutenir l'opération Plunder. Le franchissement de la 3e armée à Mayence était secondaire, quelque chose qui devait être exécuté après le succès de l'opération de Montgomery, une fois que celle-ci aurait attiré les réserves allemandes vers le nord. Patton comprenait la logique stratégique, mais il la détestait. Pour Patton, le Rhin représentait le dernier obstacle majeur avant de foncer au cœur de l'Allemagne. Le franchir rapidement signifiait mettre fin à la guerre plus vite. Le franchir avant Montgomery signifiait démontrer que l'audace et la vitesse américaine étaient supérieures à la prudence et à la préparation britannique. Patton avait de multiples motivations. Il voulait la gloire pour les armes américaines, afin de montrer que les forces des États-Unis étaient la puissance alliée dominante. Il voulait la reconnaissance pour la 3e armée, la formation qu'il commandait et qu'il avait menée à travers la France, puis en Allemagne. Et oui, il voulait aussi la gloire personnelle, la satisfaction d'accomplir un succès spectaculaire qui resterait gravé dans l'histoire militaire. Mais par-dessus tout, Patton voulait battre Montgomery. La rivalité entre les deux hommes était profonde et personnelle. Ils s'étaient affrontés en Sicile en France tout au long de la campagne d'Europe. Montgomery incarnait tout ce que Patton méprisait: la prudence, la planification rigide, l'obsession des batailles soigneusement mises en scène, plutôt que l'exploitation et la poursuite. L'attitude de Montgomery envers les forces américaines exaspérait Patton. Montgomery laissait fréquemment entendre que les forces britanniques étaient plus professionnelles, mieux disciplinées militairement, plus solides que leurs homologues américaines, que les succès américains étaient dus à des ressources écrasantes plutôt qu'à l'habileté tactique, que des généraux comme Patton étaient des cow-boys courageux, peut-être, mais dépourvus de véritable sophistication militaire. Patton avait l'intention de prouver que Montgomery avait tort de la manière la plus publique possible, en franchissant le Rhin le premier, avec une préparation minimale et à une fraction du coût qu'exigerait l'opération élaborée de Montgomery. Tout au long de la mi-mars, alors que la 3e armée avançait vers le Rhin, Patton se préparait à un franchissement opportuniste. Il positionna des bateaux d'assaut près du fleuve, il identifia des points de passage potentiels, il coordonna avec les ingénieurs la construction de ponts, et il attendit le moment où les conditions seraient favorables. Ce moment arriva le 22 mars. Les reconnaissances de la 3e armée rapportèrent que les défenses allemandes, près de la ville d'Oppenheim, au sud de Mayence, étaient faibles. La zone était légèrement défendue. Les forces allemandes s'étaient concentrées plus au nord, s'attendant à ce que le franchissement allié principal ait lieu dans le secteur de Montgomery. Patton prit sa décision immédiatement. La 3e armée traverserait à Oppenheim, pas dans quelques jours ou quelques semaines. Ce soir-là, le 22 mars 1945, l'opération que Patton planifia était l'antithèse de l'approche de Montgomery. Il n'y aurait pas de bombardement massif d'artillerie pour alerter les Allemands, pas de largages aéroportés, pas de coordination complexe entre forces aériennes et terrestres, seulement de l'infanterie et des bateaux d'assaut en toile, traversant sous le couvert de l'obscurité, misant sur la surprise et la vitesse plutôt que sur une puissance de feu écrasante. L'état-major de Patton exprima des inquiétudes. Un franchissement aussi précipité violait la doctrine classique. La reconnaissance était insuffisante. Le soutien d'artillerie n'était pas correctement positionné. Les installations médicales n'étaient pas encore en place. Si le passage rencontrait une forte résistance, les pertes pourraient être sévères. Patton balaya toutes ces objections.
Les Allemands étaient faibles et désorganisés. Si la troisième armée avançait assez vite, elle pourrait établir une tête de pont avant même que les commandants allemands ne réalisent qu'un franchissement était en cours. La vitesse comptait plus que la préparation. La surprise valait plus que la puissance de feu. À 22h30, le 22 mars, des éléments de la 5e division d'infanterie commencèrent à traverser le Rhin à Oppenheim. Des bateaux d'assaut, en toile transportant, chacun d'environ 12 soldats, pagaillaient silencieusement sur le fleuve sombre. Les positions allemandes sur la rive orientale restaient muettes. Pas de projecteurs, pas de tirs de mitrailleuses, pas d'artillerie. Les Allemands furent totalement surpris. Beaucoup dormaient. D'autres se trouvaient à l'arrière, convaincus que la ligne de front était stable. Lorsque les soldats américains surgirent de l'obscurité et attaquèrent les positions allemandes, la résistance s'effondra presque immédiatement. À l'aube du 23 mars, la troisième armée disposait d'une solide tête de pont sur la rive orientale du Rhin. Les ingénieurs construisaient déjà des ponts flottants. Les blindés se préparaient à traverser et les pertes avaient été remarquablement faibles, moins de 34 soldats tués ou blessés durant toute l'opération. Patton avait réussi. Il avait franchi le Rhin en avance sur le calendrier avec une préparation minimale et à un coût négligeable. C'était exactement le genre d'opération audacieuse sur lequel il avait bâti sa réputation. À présent, il ne lui restait plus qu'à s'assurer que le monde entier en soit informé, de préférence avant même que l'opération élaborée de Montgomery ne commence. 23 mars 1945, matin, quartier général de la 3e armée Allemagne. Patton était réveillé avant l'aube, suivant les rapports, en provenance du franchissement du Rhin, à Oppenheim. Les nouvelles étaient extraordinairement positives. La tête de pont s'élargissait. Les contre-attaques allemandes étaient limitées et désorganisées. Les ingénieurs progressaient rapidement dans la construction des ponts flottants. En quelques heures, les blindés traverseraient pour pénétrer en Allemagne. L'opération avait réussi au-delà même des attentes optimistes de Patton. Un fleuve que la propagande allemande avait déclaré imprenable qu'une doctrine militaire allemande affirmait ne pouvoir être franchi qu'au prix d'une préparation massive et d'une force écrasante, avait été traversé par une seule division utilisant des bateaux en toile et l'effet de surprise. Le premier réflexe de Patton fut de partager immédiatement la nouvelle, de contacter Bradley, d'informer Eisenhower, de s'assurer que chacun sache que la 3e armée avait accompli ce que les planificateurs disaient nécessiter des semaines de préparation. Mais Patton comprenait aussi que le timing était crucial. S'il annonçait le franchissement trop tôt, les états-majors supérieurs pourraient lui ordonner de s'arrêter de consolider, d'attendre une coordination avec d'autres opérations. Il valait mieux établir d'abord des faits accomplis sur le terrain, faire passer suffisamment de force de l'autre côté du Rhin pour que tout ordre de retrait devienne irréaliste, créer une situation où le succès du franchissement rendrait tout débat ultérieur inutile. Au milieu de la matinée du 23 mars, 2 régiments de la 5e division d'infanterie avaient traversé le Rhin. La tête de pont atteignait environ 5 kilomètres de profondeur et continuait de s'étendre. Les forces allemandes du secteur se repliaient ou se rendaient. La 3e armée n'avait pas seulement franchi le Rhin, elle avançait déjà en Allemagne, avec une résistance minimale. Patton décida qu'il était temps d'en informer Bradley. Il passa un appel au quartier général du 12e groupe d'armées. Lorsque Bradley décrocha, le ton de Patton était volontairement détendu, comme s'il rendait compte d'opérations de routine plutôt que d'un exploit historique. Patton informa Bradley que la 3e armée avait franchi le Rhin. La tête de pont, à Oppenheim, était sécurisée.
2 divisions seraient de l'autre côté avant la tombée de la nuit. Les pertes avaient été négligeables. La réaction de Bradley fut une stupeur totale. Il n'avait pas autorisé un franchissement à Oppenheim. La 3e armée était censée traverser à Mayence, et certainement pas sans coordination avec le haut commandement. Patton expliqua que l'occasion s'était présentée. Les défenses allemandes étaient faibles. Attendre une autorisation formelle aurait permis aux Allemands de se renforcer. Il avait donc agi de sa propre initiative. Bradley se trouva partagé entre l'irritation face à l'insubordination de Patton et l'admiration pour les résultats obtenus. La 3e armée avait accompli en une seule nuit ce que la planification classique estimait devoir prendre des semaines. La barrière du Rhin, dernière grande ligne défensive de l'Allemagne, avait été percée avec moins de pertes qu'une journée typique d'opération ordinaire. Bradley prit une décision pragmatique. Le franchissement était déjà un fait accompli. Ordonner à Patton de se retirer serait inutile et gaspillerait l'opportunité créée. Mieux valait soutenir l'opération et exploiter le succès. Mais Patton ne se contentait pas d'avoir informé Bradley. Dans la soirée du 23 mars, lorsque les forces allemandes commencèrent à réagir au franchissement d'Oppenheim par des tirs d'artillerie et des attaques de la Luftwaffe contre les ponts flottants, Patton rappela Bradley. Cette fois, le ton de Patton était pressant et catégorique. Il exigea que Bradley autorise immédiatement la diffusion de la nouvelle du franchissement à la presse. Patton voulait que le monde sache que la 3e armée avait franchi le Rhin, avant même le début de l'opération Plunder de Montgomery. Son raisonnement était limpide. Montgomery préparait son franchissement du Rhin depuis des mois. L'opération devait commencer cette nuit-là, dans quelques heures à peine. Montgomery avait invité Churchill à y assister. Les journaux britanniques et américains se préparaient à la couvrir abondamment comme la percée décisive de la campagne d'Europe. Et Patton voulait voler complètement la vedette à Montgomery. Il voulait des manchettes annonçant qu'une armée américaine avait déjà franchi le Rhin avant même le début de l'opération britannique. Il voulait que l'opération méticuleusement planifiée de Montgomery soit éclipsée par le succès improvisé de la 3e armée. Bradley comprenait parfaitement ce que faisait Patton. C'était mesquin, compétitif et politiquement motivé. Cela allait exaspérer Montgomery et créer des tensions au sein du commandement allié. Eisenhower serait agacé de voir Patton se livrer à des coups d'éclat plutôt que de maintenir une coopération professionnelle. Mais Bradley comprenait aussi que Patton avait raison sur le plan stratégique. Le franchissement de la 3e armée démontrait que le Rhin pouvait être percé rapidement et à faible coût, que des préparatifs élaborés n'étaient pas toujours nécessaires, que les forces américaines pouvaient obtenir par la vitesse et l'audace des résultats pour lesquels les forces britanniques avaient besoin de mois de planification. Bradley autorisa la diffusion de l'information à la presse. L'annonce fut soigneusement chronométrée suffisamment tard pour que Montgomery ne puisse pas accélérer son opération, mais suffisamment tôt pour que les journaux américains publient la nouvelle avant que la presse britannique ne rende compte de l'opération Plunder. La nouvelle parvint à Montgomery à 11h20, le 23 mars, soit seulement 13 heures avant le début prévu de l'opération Plunder. Montgomery se trouvait à son quartier général, avancé procédant aux dernières mauvaises revues des plans opérationnels, lorsqu'un aide lui remit le rapport annonçant que la 3e armée avait franchi le Rhin à Oppenheim. La réaction immédiate de Montgomery, rapportée par de nombreux témoins, fut froide et dédaigneuse. Il reconnut que Patton avait traversé le Rhin. Il qualifia l'action de très américaine, impulsive,
précipité, dépourvu de planification adéquate. Il déclara ensuite que l'opération Plunder se déroulerait comme prévu et démontrerait la différence entre le simple fait de franchir un fleuve et la conduite d'une véritable opération militaire. Cette déclaration révélait la vision de Montgomery. À ses yeux, le franchissement de Patton à Oppenheim relevait d'un raid ou d'une reconnaissance en force, pas d'une opération militaire authentique. Il lui manquait l'ampleur, la préparation et la planification globale qui caractérisaient les entreprises militaires sérieuses. L'opération Plunder, en revanche, serait un exemple de manuel de la manière dont les opérations modernes interarmes devaient être menées. Un soutien massif d'artillerie, des largages aéroportés, des opérations coordonnées, du génie, une force écrasante, appliquée au point décisif. Ce serait le franchissement, étudié par les historiens militaires et enseigné aux officiers de l'avenir. Mais sous ce détachement professionnel se cachait une colère bien réelle. Des mois de préparation, des milliers de tonnes de ravitaillement accumulées, la promesse faite à Churchill que ce serait le moment culminant de la guerre, tout cela éclipsé par un général américain muni de bateaux en toile et d'audace. La colère de Montgomery ne concernait pas seulement la gloire personnelle, elle touchait à la validation d'une approche. Montgomery croyait que les guerres se gagnaient par une planification minutieuse et une exécution méthodique. Patton croyait qu'elles se gagnaient par la vitesse, l'agressivité et l'exploitation des occasions. Le franchissement du Rhin serait cité pendant des décennies comme preuve en faveur de l'une ou l'autre de ces visions. Et Patton venait de marquer un point décisif dans ce débat, en traversant le premier plus vite et à moindre coût que ne le ferait l'opération élaborée de Montgomery. Au cours des 48 heures suivantes, le contraste entre les deux franchissements devint encore plus frappant. L'opération Plunder se déroula exactement comme prévu. Le bombardement d'artillerie commença à l'heure dite. L'infanterie traversa à bord de bateaux d'assaut. Les ingénieurs construisirent les ponts. Les forces aéroportées furent larguées derrière les lignes allemandes. L'opération fut exécutée avec précision et professionnalisme. Mais elle fut aussi coûteuse. Le bombardement préparatoire consomma des milliers de tonnes de munitions. Les largages aéroportés entraînèrent des pertes importantes lorsque certaines unités atterrirent dans des zones où la résistance allemande était plus forte que prévu. Le franchissement du fleuve lui-même, bien que réussi, causa plus de 500 pertes. Pendant ce temps, la tête de pont de la 3e armée, à Oppenheim, continuait de s'étendre rapidement. Le 25 mars, soit seulement 3 jours après le franchissement initial, 2 divisions entières avaient traversé le Rhin. La 3e armée avançait vers l'est avec une résistance minimale, et le total des pertes restait inférieur à 100 noms. Les chiffres opérationnels racontaient une histoire sans appel. Le franchissement de Montgomery avait mobilisé 80 000 hommes, 5 000 pièces d'artillerie, un soutien aérien massif et une préparation extensive. Les pertes dépassaient 500. Le franchissement de Patton avait initialement impliqué une seule division, un soutien d'artillerie minimal, aucun appui aérien et pratiquement aucune préparation. Les pertes étaient inférieures à 100 hommes. La couverture médiatique refléta ce contraste. Les journaux américains titrèrent sur l'exploit spectaculaire de la 3e armée. Les journaux britanniques couvrirent largement l'opération Plunder, mais ne purent ignorer le fait que les Américains avaient traversé les premiers. Le récit, que Montgomery espérait contrôler, celui selon lequel les forces britanniques auraient emporté le coup décisif en franchissant le Rhin, était irrémédiablement perdu. Churchill, qui s'était rendu en Allemagne, précisément,
pour assister à l'opération de Montgomery, se retrouva à évoquer presque autant le franchissement de Patton que l'opération Plunder elle-même. Le Premier ministre se montra gracieux en public, saluant les deux opérations, mais en privé il aurait été amusé par l'audace de Patton et le malaise de Montgomery. La fureur de Montgomery s'intensifia. De son point de vue, Patton avait délibérément saboté l'importance de l'opération Plunder, avait agi sans autorisation pour s'approprier une gloire qui revenait légitimement au 21e groupe d'armées, avait violé le principe des opérations coordonnées, essentiel au maintien de la coopération alliée. Et Montgomery estimait que l'insubordination de Patton devait avoir des conséquences. Si des généraux pouvaient simplement ignorer les plans opérationnels et lancer des opérations non autorisées à leur guise, la discipline militaire s'effondrerait. Eisenhower devait agir. Au 26 mars, Montgomery avait pris sa décision. Il recommanderait officiellement à Eisenhower que Patton soit relevé de son commandement, non pas comme une punition, bien que Montgomery estimât certainement que Patton la méritait, mais comme une mesure nécessaire au respect de la discipline militaire et de la coordination. L'argumentation de Montgomery serait simple et directe. Patton avait lancé une opération majeure sans autorisation. Il avait violé le plan opérationnel convenu qui accordait la priorité du franchissement du Rhin au 21e groupe d'armées. Il l'avait fait pour sa gloire personnelle plutôt que par nécessité militaire, et il avait porté atteinte à la coopération alliée en transformant le franchissement du Rhin en une compétition au lieu d'un effort coordonné. Par conséquent, Montgomery soutiendrait que Patton devait être relevé du commandement de la 3e armée et réaffecté à un poste où ses instincts agressifs pourraient être canalisés sans perturber les opérations à l'échelle du théâtre. C'était une recommandation grave. Montgomery était l'adjoint d'Eisenhower pour les opérations terrestres. Son opinion avait du poids, et il était prêt à défendre cette position avec fermeté. La confrontation entre Montgomery et Eisenhower au sujet du sort de Patton allait mettre à l'épreuve les limites de la coopération alliée et obliger Eisenhower à faire un choix, soutenir son général américain, difficile mais brillant, ou préserver l'harmonie avec son adjoint britannique en sacrifiant Patton. 26 mars 1945, quartier général du 21e groupe d'armées Allemagne. Montgomery rédigea son message à Eisenhower avec la précision qu'il apportait à toutes les affaires militaires. La communication serait formelle, professionnelle et sans ambiguïté. Elle exposerait les raisons justifiant la révocation de Patton du commandement sur la base de la discipline militaire et non d'une animosité personnelle. L'argument central était simple. Patton avait lancé une opération majeure de franchissement de fleuve sans autorisation du quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées. Les ordres de la 3e armée étaient d'avancer vers Mayence et de se préparer à un franchissement à cet endroit lorsqu'une autorisation serait donnée. Au lieu de cela, Patton avait traversé à Oppenheim un site entièrement différent et l'avait fait plusieurs jours avant toute échéance approuvée. Il ne s'agissait pas d'un écart mineur par rapport aux ordres. C'était une violation fondamentale du principe selon lequel les opérations doivent être coordonnées par les voies de commandement appropriées. Si chaque commandant d'armée se sentait libre de lancer des opérations sur la base d'opportunités perçues plutôt que de plans coordonnés, l'ensemble de la structure de commandement alliée deviendrait dysfonctionnel. Le message de Montgomery soulignait que la question ne portait pas sur le succès ou l'échec de l'opération de Patton. Le franchissement du Rhin à Oppenheim avait réussi. Montgomery le reconnaissait clairement. Mais le succès ne justifiait pas rétroactivement l'insubordination. La discipline militaire
exigeait des conséquences pour toute violation des ordres, quels qu'en soient les résultats. Le message abordait également l'impact sur la coopération alliée. Montgomery soulignait que les ressources, le matériel de pontage, l'artillerie, les munitions et le soutien aérien avaient été alloués à l'opération Plunder sur la base de l'hypothèse qu'elle constituerait le principal franchissement du Rhin à la fin du mois de mars. Le franchissement non autorisé de Patton avait perturbé cette répartition des ressources et compliqué la coordination entre les forces britanniques et américaines. En outre, Montgomery affirmait que le comportement de Patton s'inscrivait dans un schéma récurrent. Tout au long de la campagne d'Europe, Patton avait à plusieurs reprises repoussé les limites, interprété les ordres de manière créative et privilégié la gloire personnelle au détriment des opérations coordonnées. En Sicile en France et maintenant en Allemagne, Patton avait démontré qu'il accordait plus de valeur à l'indépendance qu'à la coopération. La conclusion de Montgomery était directe. Le général Patton devait être relevé du commandement de la 3e armée, non pas comme une punition en soi, mais parce que son style de commandement était incompatible avec les exigences de la guerre de coalition. Les talents de Patton pourraient être utilisés dans un poste où ses instincts agressifs constitueraient des atouts, plutôt que des handicaps, par exemple, à la tête de forces d'occupation ou dans la planification d'opérations futures. Mais il ne devrait pas commander une armée de campagne où la coordination avec les forces alliées était essentielle. Le message fut transmis par des canaux sécurisés au quartier général du chef le 26 mars. Montgomery l'indiqua comme nécessitant l'attention personnelle et une réponse d'Eisenhower. Montgomery était convaincu que son argumentation était solide. Il avait présenté la question en termes de discipline militaire et de coordination opérationnelle plutôt que de rivalité personnelle. Il avait reconnu le succès tactique de Patton, tout en affirmant que ce succès n'excusait pas l'insubordination, et il avait présenté sa recommandation comme nécessaire au maintien de la coopération alliée, un argument qui, pensait-il, trouverait un écho chez Eisenhower, lequel avait passé des années à gérer la politique de coalition. Mais Montgomery savait aussi qu'il prenait un risque. Eisenhower pourrait ne pas soutenir la révocation de Patton. L'opinion publique américaine était largement favorable à Patton, perçu comme un général agressif et victorieux, capable d'obtenir des résultats. Le relevé de son commandement serait politiquement controversé aux États-Unis. Malgré tout, Montgomery estimait que le principe primait sur la politique. Si Eisenhower voulait maintenir un commandement et un contrôle efficace sur les forces alliées, il devait faire respecter la discipline, et cela impliquait des conséquences pour les généraux qui agissaient de manière indépendante plutôt que coordonnée. Pendant que le message de Montgomery était en route vers le quartier général suprême, la situation stratégique continuait d'évoluer rapidement. La tête de pont de la 3e armée, à Oppenheim, atteignait désormais 15 kilomètres de profondeur. 2 divisions complètes avaient traversé le Rhin et avançaient vers l'est. Patton avait déjà commencé à planifier la phase suivante, une progression rapide vers Francfort, puis plus profondément en Allemagne. L'opération Plunder se déroulait elle aussi avec succès. Au 26 mars, les forces britanniques et canadiennes avaient établi de solides têtes de pont et progressaient vers l'est. L'opération atteignait tous ses objectifs, bien qu'à un coût plus élevé que le franchissement de Patton. Mais le récit médiatique était désormais fixé. La couverture de la presse se concentrait sur le franchissement spectaculaire de Patton, présenté comme le moment décisif de la percée. L'opération Plunder était décrite comme une opération de suivi importante et réussie, mais non comme le coup décisif que Montgomery avait voulu qu'elle soit. Ce récit rendait Montgomery furieux, non seulement par orgueil blessé,
mais parce qu'il le jugeait stratégiquement trompeur. Le franchissement de Patton à Oppenheim était tactiquement brillant, mais stratégiquement secondaire. Le coup décisif, porté aux défenses allemandes, était infligé par le 21e groupe d'armées, au nord là, où étaient concentrées les réserves allemandes, et d'où l'avance mènerait directement vers la région industrielle de la Ruhr, le cœur économique de l'Allemagne. Mais les journaux ne publiaient pas des analyses stratégiques nuancées. Ils rapportaient des récits spectaculaires, et Patton, traversant le Rhin, dans des bateaux en toile, faisait une histoire bien plus accrocheuse que l'opération méthodique de Montgomery. La frustration de Montgomery fut encore aggravée par les rapports concernant le comportement de Patton après le franchissement. 2 jours après l'établissement de la tête de pont, Patton avait personnellement franchi le Rhin sur l'un des ponts flottants construits par les ingénieurs de la 3e armée. Plusieurs témoins rapportèrent qu'à mi-chemin, Patton s'était arrêté, avait marché jusqu'au bord et avait uriné dans le Rhin. Interrogé sur son geste, Patton aurait déclaré qu'il attendait depuis longtemps de faire cela, littéralement pisser, sur la dernière barrière défensive de l'Allemagne. C'était du Patton, pur jus grossier théâtral, conçu pour un impact symbolique maximal. Montgomery trouva le geste vulgaire et peu professionnel. Il résumait tout ce qu'il détestait chez Patton, le goût du spectacle, la vulgarité, la priorité donnée au geste personnel plutôt qu'au professionnalisme militaire. Mais les soldats américains, eux, adorèrent. L'histoire se répandit rapidement dans la 3e armée, puis dans l'ensemble des forces américaines en Europe. Elle devint une légende, Patton pissant littéralement sur l'Allemagne d'Hitler, affichant son mépris pour les défenses ennemies et pour les capacités militaires allemandes. Le contraste entre Montgomery et Patton ne pouvait être plus marqué. Montgomery faisait la guerre comme une partie d'échecs, des coups soigneusement planifiés, des risques calculés, une priorité donnée aux positions et aux ressources. Patton faisait la guerre comme une charge de cavalerie, vitesse, agressivité, gestes dramatiques, primauté du moral et de l'élan. Aucune de ces approches n'était intrinsèquement supérieure. Toutes deux avaient des forces et des faiblesses. Mais leur philosophie de commandement était fondamentalement incompatible. Et le franchissement du Rhin était devenu un référendum sur l'efficacité de l'une ou l'autre approche. Du point de vue de Montgomery, la réponse aurait dû être évidente. Son opération avait reposé sur une planification correcte, une préparation adéquate et une exécution coordonnée. Elle avait atteint tous ses objectifs avec des pertes acceptables. C'était ainsi que les opérations militaires modernes devaient être conduites. Mais du point de vue du public, et de plus en plus du point de vue militaire, c'était l'approche de Patton qui avait gagné. Il avait franchi plus vite, à moindre coût, et de manière plus spectaculaire. Il avait démontré que la vitesse et l'audace pouvaient produire des résultats qu'une planification élaborée ne parvenait pas à égaler. Le message de Montgomery parvint au quartier général d'Eisenhower dans la soirée du 26 mars. Il était marqué, urgent, et se réservé aux yeux du commandant suprême. Les officiers d'état-major reconnurent la sensibilité du document et s'assurèrent qu'il soit remis personnellement à Eisenhower. Eisenhower lut la recommandation de Montgomery, demandant que Patton soit relevé de son commandement. Il lut les arguments sur la discipline militaire et la coordination. Il lut les références aux comportements récurrents de Patton, actions indépendantes, mépris des voies hiérarchiques, appropriées. Et Eisenhower fut confronté exactement au dilemme que Montgomery avait anticipé. Devait-il soutenir les préoccupations légitimes de Montgomery concernant la discipline militaire, ou devait-il protéger Patton, dont les résultats étaient indéniables
même si ces méthodes posaient problème. La décision définirait la manière dont Eisenhower gérerait son subordonné le plus difficile et le plus efficace. Elle enverrait aussi un message sur ce qui comptait le plus dans les derniers mois de la guerre, la coopération et la coordination, ou les résultats et la vitesse. Eisenhower ne répondit pas immédiatement au message de Montgomery. Il avait besoin de réfléchir soigneusement, de considérer les implications militaires, les répercussions politiques et les relations personnelles en jeu. Mais Eisenhower savait aussi que quelle que soit sa décision, quelqu'un serait furieux. S'il relevait Patton, les forces américaines y verraient une capitulation face à la pression britannique et un favoritisme envers Montgomery. S'il refusait de relever Patton-Montgomery, y verrait une tolérance de l'insubordination et un favoritisme envers les Américains. Il n'existait aucune décision capable de satisfaire tout le monde. Eisenhower allait devoir choisir quel principe comptait le plus et accepter les conséquences de ce choix, en public comme en privé. En réalité, Eisenhower avait déjà commencé à se forger une conclusion, car il savait quelque chose au sujet de Patton que Montgomery n'appréciait peut-être pas pleinement. Patton n'était pas seulement un commandant tactique talentueux. Il était un multiplicateur de force, un général, dont la présence et la personnalité poussaient les soldats à accomplir des choses qu'ils ne pensaient pas possibles. Le franchissement du Rhin à Oppenheim en était l'illustration parfaite. Aucun autre général américain n'aurait tenté une telle opération avec si peu de préparation. Aucun autre général n'aurait réussi avec aussi peu de pertes. Patton y était parvenu parce qu'il croyait que c'était possible et parce que ses soldats croyaient en lui. Eisenhower pouvait-il se permettre de perdre cela, surtout maintenant, dans les derniers mois de la guerre, alors qu'une poursuite agressive des forces allemandes, en retraite, pouvait mettre fin au conflit rapidement? La réponse d'Eisenhower commençait à se cristalliser, et c'était une réponse qui ne plairait pas à Montgomery. 27 mars 1945, quartier général du Chaef Reims, France. Eisenhower était assis à son bureau, le message de Montgomery devant lui. Il l'avait lu à plusieurs reprises, examinant les arguments sous tous les angles. La recommandation était sérieuse et présentée de manière formelle. Elle exigeait une réponse de fond. La position d'Eisenhower en tant que commandant suprême des forces expéditionnaires alliées l'obligeait à équilibrer en permanence des exigences concurrentes, l'efficacité militaire, la sensibilité politique, la coopération alliée, les intérêts nationaux et les relations personnelles. Chaque décision impliquait des compromis, et chaque compromis créait du mécontentement quelque part. La question Patton incarnait parfaitement ces tensions contradictoires. Les arguments de Montgomery étaient légitimes. Patton avait opéré en dehors des paramètres autorisés. Il avait lancé une opération majeure sans coordination, par les voies hiérarchiques appropriées. Ces actions avaient compliqué la répartition des ressources et perturbé les opérations planifiées. Il s'agissait de préoccupations réelles. Les organisations militaires ont besoin de discipline et de coordination pour fonctionner efficacement. Des commandants qui agissent de manière indépendante sur la base de leur propre jugement, plutôt que de plans coordonnés, créent le chaos. Si le comportement de Patton était accepté sans conséquence, d'autres commandants pourraient en conclure qu'eux aussi pouvaient ignorer les directives dès que cela leur convenait. Mais Eisenhower devait également prendre en compte les résultats. Le franchissement du Rhin par Patton avait accompli en une seule nuit ce que la planification conventionnelle estimait devoir prendre des semaines. La Troisième Armée avait percé la dernière grande ligne défensive de l'Allemagne avec des pertes minimes et avançait désormais rapidement en territoire allemand.
L'impact stratégique était considérable et favorable. De plus, Eisenhower comprenait chez Patton quelque chose de difficile à exprimer dans un langage militaire formel. Patton possédait une capacité presque surnaturelle à évaluer les situations sur le champ de bataille et à exploiter des opportunités que des commandants plus prudents auraient manquées. Son instinct était extraordinairement juste. Son sens du timing était impeccable. Sa volonté de prendre des risques calculés produisait des résultats que des approches méthodiques ne pouvaient égaler. Cette aptitude avait un coût. Patton était difficile à gérer. Il supportait mal les restrictions. Il privilégiait l'indépendance à la coordination. Il mesurait le succès en termes de terrain conquis et d'ennemis détruits plutôt qu'en fonction du respect des plans. Travailler avec Patton exigeait une vigilance constante et des interventions fréquentes, mais Eisenhower gérait Patton depuis des années en Afrique du Nord, en Sicile, à travers la France et désormais en Allemagne. Il avait appris à canaliser les instincts agressifs de Patton de manière productive, tout en empêchant ces instincts de provoquer des catastrophes. C'était épuisant et frustrant, mais c'était aussi efficace. La question était désormais de savoir si les avantages de maintenir Patton à son poste l'emportaient sur le coup de son insubordination, si son génie tactique justifiait les entorses à la discipline, si les résultats excusaient les méthodes. Eisenhower devait également tenir compte de la dimension politique. Patton était immensément populaire auprès des soldats américains et de l'opinion publique aux États-Unis. Il était perçu comme l'incarnation de l'esprit militaire américain, agressif, audacieux, sûr de lui victorieux. Le relevé de son commandement aurait déclenché une tempête de critiques aux États-Unis. La presse américaine l'aurait présenté comme le fruit de la jalousie britannique, comme une manœuvre de Montgomery, utilisant sa position pour éliminer un rival, comme la priorité donnée aux procédures correctes plutôt qu'à la victoire. Les répercussions politiques auraient été sévères et auraient compliqué les relations d'Eisenhower avec le département de la guerre américain et le Congrès. À l'inverse, refuser la recommandation de Montgomery risquait de tendre les relations alliées. Montgomery y verrait un favoritisme envers les commandants américains, une tolérance de l'indiscipline, parce que le fautif était américain et non britannique, et une remise en cause de son autorité en tant qu'adjoint d'Eisenhower pour les opérations terrestres. Il n'existait aucune décision sans conséquences négatives. Eisenhower devait choisir lesquelles il était prêt à accepter. Il rédigea sa réponse à Montgomery avec soin. Le message reconnaissait les préoccupations de Montgomery concernant la coordination et la discipline. Il admettait que le franchissement du Rhin par Patton n'avait pas suivi les procédures approuvées. Il concédait qu'une meilleure communication et une meilleure coordination auraient été préférables. Mais le message précisait aussi clairement qu'Eisenhower ne relèverait pas Patton de son commandement. Les raisons étaient à la fois militaires et pratiques. Sur le plan militaire, les performances de la 3e armée avaient été exceptionnelles tout au long de la campagne. Le commandement agressif de Patton avait produit des résultats qui justifiaient le maintien de la confiance placée en lui. Sur le plan pratique, la guerre entrait dans sa phase finale. Les forces allemandes s'effondraient. La priorité était désormais une exploitation rapide afin d'empêcher les Allemands d'établir de nouvelles lignes défensives ou de prolonger la résistance. C'était précisément le type de situation dans laquelle les qualités de Patton étaient les plus précieuses. Le message d'Eisenhower soulignait qu'il traiterait directement avec Patton les questions de coordination. Les opérations futures exigeraient une meilleure communication avec le quartier général du Chaef, mais relever Patton de son commandement
n'était pas justifiée compte tenu de ses performances et de la situation stratégique actuelle. La réponse était diplomatique, mais ferme. Eisenhower soutenait Patton, malgré les violations identifiées par Montgomery. Le message ne satisferait pas Montgomery, mais il reflétait le jugement d'Eisenhower sur ce qui servait le mieux les intérêts alliés dans les derniers mois de la guerre. La réponse fut transmise au quartier général du 21e Army Group d'armée le 28 mars. La réaction de Montgomery fut sans surprise négative. Il considéra la décision d'Eisenhower comme une priorité accordée aux intérêts américains, au détriment de la discipline militaire comme un échec à faire respecter les normes de coordination et de coopération exigées par la guerre de coalition. Mais Montgomery reconnut également qu'il avait perdu l'argument. Eisenhower avait tranché. Toute protestation supplémentaire ne ferait qu'engendrer des frictions supplémentaires, sans changer l'issue. Montgomery accepta la décision de manière professionnelle, même si sa frustration à l'égard de Patton et son scepticisme quant au jugement d'Eisenhower s'en trouvèrent renforcés. La tension entre Montgomery et Patton se poursuivit jusqu'à la fin de la guerre. Ils ne deviendraient jamais cordiaux. Ils ne respecteraient jamais véritablement les approches de l'autre, mais ils fonctionneraient de manière professionnelle au sein de la structure de commandement maintenue par Eisenhower. Pendant ce temps, Patton fut informé de la recommandation de Montgomery et de la réponse d'Eisenhower. Sa réaction mêla satisfaction et ressentiment. Satisfaction qu'Eisenhower l'ait soutenu, ressentiment face à la tentative de Montgomery de le faire relever de son commandement. Le commentaire de Patton sur la situation rapportée par plusieurs sources résumait bien sa vision de la manière dont Eisenhower gérait la politique alliée. Lorsque Patton apprit qu'Eisenhower avait alloué davantage de ravitaillement à l'opération de Montgomery qu'à la 3e armée, il aurait marmonné qu'Eisenhower était le meilleur général que les Britanniques aient jamais eu. C'était une plaisanterie cruelle, suggérant qu'Eisenhower favorisait les intérêts britanniques au détriment des intérêts américains, mais elle reflétait surtout la frustration de Patton face aux contraintes que la guerre de coalition imposait à ses opérations. Eisenhower devait équilibrer les intérêts américains et britanniques. Patton, lui, ne se souciait que des objectifs de la 3e armée. Eisenhower comprenait cela chez Patton. Il savait que cette remarque était pour Patton une façon d'évacuer sa frustration, plutôt qu'une critique sérieuse. Les deux hommes se connaissaient depuis des décennies. Ils comprenaient les forces et les limites de l'autre. Leur relation reposait sur un respect mutuel, malgré des tensions fréquentes. La controverse autour du franchissement du Rhin s'estompa progressivement à mesure que les deux opérations réussissaient et que l'attention se tournait vers la phase suivante. La 3e armée poursuivit son avance rapide vers l'Est. Les forces britanniques et canadiennes progressèrent au nord de la Ruhr. Les forces américaines et britanniques étaient désormais profondément engagées en Allemagne, et la victoire finale approchait. Mais le franchissement du Rhin laissa un héritage durable dans l'histoire militaire et dans la mémoire collective. Il devint l'exemple emblématique du contraste entre l'approche méthodique de Montgomery et le style audacieux de Patton. Pendant des décennies, les historiens militaires débattraient de l'efficacité respective de ces deux approches. La comparaison statistique était saisissante. L'opération Plunder de Montgomery mobilisa 80 000 hommes, 5 000 pièces d'artillerie, un important soutien aérien et des mois de préparation. Elle atteignit tous ses objectifs, mais coûta plus de 500 pertes. Le franchissement de Patton à Oppenheim engagea initialement une seule division, un soutien de feu minimal, aucune préparation préalable, et entraîna moins de 100 pertes.
Les chiffres suggéraient que l'approche de Patton était plus efficiente. Mais l'efficacité n'était pas le seul critère des opérations militaires. Le franchissement de Montgomery poursuivait des objectifs stratégiques allant bien au-delà du simple passage du fleuve. Il visait à attirer les réserves allemandes et à permettre une percée massive. Le franchissement de Patton relevait d'une exploitation opportuniste de défenses ennemies faibles. Les deux approches avaient leur valeur. Toutes deux atteignirent des objectifs importants. Mais la perception du public était sans équivoque. Patton avait gagné la course au franchissement du Rhin, et il l'avait fait de manière spectaculaire. L'image de Patton urinant dans le Rhin devint légendaire. C'était grossier et théâtral, mais cela capturait quelque chose d'essentiel de la personnalité de Patton et de son approche de la guerre. Il montrait son mépris pour des obstacles que d'autres jugeaient redoutables. Il réduisait la dernière grande barrière défensive de l'Allemagne à quelque chose sur quoi il pouvait littéralement pisser. Les soldats américains adorèrent ce geste car il exprimait exactement ce qu'ils ressentaient, que les défenses allemandes n'étaient plus intimidantes, que la victoire était inévitable et que l'ennemi qui avait semblé si puissant en 1944 était désormais vaincu et démoralisé. Montgomery jugea le geste vulgaire et peu professionnel. Mais Montgomery et Patton avaient au fond des conceptions radicalement différentes de ce que signifiait le professionnalisme militaire. Montgomery valorisait la planification, la coordination et le respect des procédures établies. Patton valorisait les résultats, la vitesse et les gestes destinés à renforcer le moral. Aucun des deux n'avait tort. Ils étaient simplement des commandants différents, dotés de forces différentes, opérant dans des contextes différents. Montgomery excellait dans les batailles de type set piece, où la préparation et les ressources pouvaient être concentrées. Patton excellait dans l'exploitation et la poursuite, où la vitesse et l'agressivité étaient primordiales. Le génie d'Eisenhower fut de reconnaître ces différences et d'utiliser efficacement les deux commandants. Il confia à Montgomery les opérations, exigeant une planification minutieuse et une coordination étroite. Il confia à Patton les opérations nécessitant vitesse et audace, et il géra les conflits inévitables entre eux, afin d'éviter qu'ils ne compromettent l'ensemble de la campagne. L'épisode du franchissement du Rhin illustra parfaitement l'approche d'Eisenhower. Il ne punit pas Patton pour son insubordination, parce que cette insubordination avait produit des résultats précieux. Mais il indiqua aussi clairement à Patton qu'une meilleure coordination serait exigée lors des opérations futures. Il trouva un équilibre entre discipline et pragmatisme. Ce n'était pas un leadership de manuel. La doctrine militaire affirmait que les commandants qui violaient les ordres devaient en subir les conséquences. Mais Eisenhower comprenait que la doctrine était un guide, pas une règle absolue. Parfois des commandants exceptionnels nécessitaient des méthodes de gestion exceptionnelles. Au début d'avril 1945, la Troisième Armée fonçait à travers l'Allemagne centrale. Les forces britanniques et canadiennes encerclaient la Ruhr. Les forces américaines approchaient de l'Elbe. La résistance allemande s'effondrait. La guerre entrait dans ses dernières semaines. Lorsque les historiens analysèrent, plus tard, la manière dont la guerre avait été gagnée, les franchissements du Rhin occupèrent une place centrale. La préparation méthodique de Montgomery à Wesel, la percée audacieuse de Patton à Oppenheim, contribuèrent toutes deux à briser les défenses allemandes et à permettre les offensives finales alliées. Mais dans la mémoire populaire, c'est le franchissement de Patton qui demeura. L'histoire d'un général qui traversa le Rhin avec des bateaux en toile et une audace pure, qui devança son rival,
qui urina dans le fleuve comme geste de mépris, qui prouva que parfois la vitesse et la hardiesse comptent davantage que la préparation et la prudence. Montgomery mena à bien son franchissement élaboré exactement comme prévu. Il fut exécuté avec précision et atteignit tous ses objectifs, mais les gros titres étaient déjà dépassés. Patton avait traversé le premier, et quelque part en Allemagne avançant vers Francfort, et au-delà, Patton souriait, presque certainement. Il avait fait exactement ce qu'il avait toujours voulu faire, prouver que la vitesse et l'audace permettaient encore de gagner les guerres, que l'audace américaine était supérieure à la prudence britannique, que lui, George Patton, était le meilleur commandant tactique de sa génération. Eisenhower lui laissa cette satisfaction, car il comprenait quelque chose de fondamental chez Patton. Patton avait besoin de gagner, de rivaliser, de se prouver sans cesse. C'était épuisant à gérer. Cela créait des problèmes incessants. Mais cela produisait aussi des résultats que des commandants plus faciles à gérer ne pouvaient égaler. Eisenhower conserva donc Patton à son poste, géra son ego, canalisa son agressivité, toléra son insubordination lorsqu'elle produisait des victoires et assuma les conséquences politiques liées à un subordonné brillant difficile et absolument essentiel à la victoire. La controverse du franchissement du Rhin ne se conclut pas par une résolution claire, mais par une acceptation pragmatique. Montgomery estimait que Patton aurait dû être relevé de son commandement. Patton pensait que Montgomery était jaloux et dépassé. Eisenhower jugeait que les deux avaient leur utilité et les géra en conséquence. Et la guerre continua filant vers sa conclusion avec deux généraux très différents, prouvant qu'il existait plus d'une manière de gagner des batailles, même s'ils ne purent jamais s'accorder sur celle qui était la meilleure.